Les plus grands voyages en dehors de la France que j'avais fait jusqu'ici, c'était un voyage de 3 jours en Italie quand j'étais au collège, et un autre de 3 jours également à Amsterdam en 2020, où j'avais d'ailleurs pris l'avion pour la première fois. Fin mars dernier, j'ai donc enfin réalisé mon plus grand voyage. Je suis partie en Égypte avec ma mère. C'est les vacances, je t'aime. Vous vous demandez sûrement pourquoi je suis donc partie avec elle. Il se trouve en fait que ma mère a toujours eu une passion pour l'Égypte qu'elle ne peut elle-même pas expliquer. Alors ayant baigné dedans depuis ma plus tendre enfance, je lui ai toujours dit que si un jour j'allais visiter ce pays, c'était avec elle. Donc, depuis mon plus vieux souvenir, je rêvais de partir en Égypte avec ma mère, et on l'a fait quoi. On en a pour 4h30 d'avion. Je peux clairement pas compter sur ma mère pour me rassurer concernant le vol, étant donné qu'elle est encore plus flippée que moi. Ça y est. D'en haut, on découvre enfin le Caire. C'est immense. Après avoir atterri et retrouvé le représentant de notre tour opérateur, on découvre l'hôtel dans lequel on va séjourner pendant 3 nuits. La belle chambre. Le repos est de courte durée, à 5h on se lève et à 6h on décolle. Ouais, on a dormi 4 heures, ouais. Direction le musée du Caire. Alors, on n'a pas visité l'ancien musée, pas le nouveau non plus, c'était un entre-deux en attendant que le nouveau musée ouvre ses portes. Ah, on en a pris plein les mirettes, hein. Ouais, on a vu plein de momies, Estelle a été dégoûtée. Non, mais c'était impressionnant quand même de, c'est impressionnant. de se dire que c'était des vrais gens en fait. Des vrais, c'est des vrais. On n'a pas eu le droit de filmer les momies, bien entendu, mais juste imaginez-vous, déambulant de pièce en pièce, dans une atmosphère très sombre, enchaînant les 22 momies qu'abrite le musée. En fait, c'était une des expériences les plus incroyables du voyage. J'étais partagée entre le sentiment de l'émerveillement et celui de la tristesse. Émerveillement de me dire que je posais mes yeux sur de vraies personnes qui avaient été en vie à un moment donné, mais qui en plus avaient été des reines, des rois, ceux dont j'entendais parler en cours d'histoire depuis toute petite quoi. Ils étaient là, devant moi. Sur certains, on pouvait deviner comment était leur visage lorsqu'ils étaient en vie. Et comme je vous disais, de tristesse également pour ces gens qui ont vécu avec leurs croyances et dont le souhait était le repos éternel, qui ont été déplacés de leur tombeau visités par des milliers de personnes chaque jour, qui sont aujourd'hui tous rassemblés au même endroit où des milliers de personnes leur rendent visite aussi chaque jour quoi. Après avoir visité le musée, nous partons à la découverte du quartier copte. Copte, ça voulait dire égyptien à la base, mais c'est quand les musulmans sont arrivés, ils ont qualifié le terme copte pour Comme chrétien. comme chrétien quoi, alors que ça veut dire égyptien. Voilà. On y a vu les ruines de la forteresse de Babylone. Juste après, on a visité une église dite suspendue, construite justement sur les ruines de la cité de Babylone. Bon, il fait gris, mais au moins comme ça on n'est pas trop chaud. Ouais. Enfin, on a chaud, mais moins que s'il y avait le soleil qui tapait quoi. Ensuite, nous empruntons des ruelles étroites pour nous rendre dans une autre église, celle de Saint-Serge et Saint-Bachous, dans laquelle il y a une crypte où Marie, Joseph et Jésus auraient séjourné. L'art chrétien est complètement différent là-bas par rapport à celui en France. C'était sympa de découvrir ce côté-là de l'Égypte. Après avoir déjeuné, nous nous rendons à la mosquée du sultan Hassan. Comme c'était pas prévu dans notre programme le premier jour, avec Moumoun, nous étions en short. Du coup, on nous a filé des sortes de djellaba pour pouvoir y entrer. Voilà, on se fait déjà remarquer. C'est la première fois que je rentre dans une mosquée. C'est génial de pouvoir voir comment c'est fait à l'intérieur et d'avoir le guide qui nous explique justement pourquoi une mosquée est agencée de telle manière. On a même eu le droit à l'imam qui nous fait une démonstration de l'appel à la prière. Et en sortant de la mosquée, pour mon plus grand plaisir, on tombe sur un groupe de chats. Et je peux vous dire qu'à ce moment-là, j'étais loin de m'imaginer toutes les petites boules de poils qui allaient croiser ma route. Oh mon dieu, le petit pépère. Je pouvais littéralement pas m'en empêcher. À chaque fois qu'on croise un animal sauvage, je voulais le caresser. En gros, toi tu aimes ça à l'école, hein, ça se voit. Hein. Je crois vraiment que ça désespérait ma mère. Ils ont l'air fatigués. Hein. J'étais vraiment surprise de voir à quel point ils étaient calmes, dociles et pas peureux. Ça se voit qu'ils sont pas battus ni rien parce qu'ils auraient peur. Je crois que je pourrais faire un album avec tous ceux que j'ai pris en photo. C'est bête hein, mais c'est vraiment un des trucs que j'ai préférés là-bas. Fin du petit aparté. Après la mosquée, on a fait un tour au souk. Nous voilà dans les souks. C'est le souk, hein. Oui, c'est le souk. Les vendeurs sont avenants, on va dire. Ils veulent à tout prix te vendre quelque chose. Et là-bas, il n'y a pas de prix fixe, hein. Tout se négocie. C'est mon chèque gratuit. C'est gratuit juste la caisse. C'est gratuit partout, c'est incroyable ça. Il faut clairement pas être agoraphobe. Hein. Tous les stands sont collés et la rue est assez étroite. Enfin bon, vous verrez à la fin du séjour, on a fait un autre souk dans lequel je me sentais pas bien du tout. Attention. Après, je suis comme ça, hein, j'y peux rien. J'aime pas la foule et je me sens vite oppressée dès qu'il y a un peu de monde. Petite thé à la menthe. Après avoir bu un thé dans un bar à côté du souk, on rentre à l'hôtel. Et c'est à mon tour d'être désespérée par Moumoun qui adore prendre n'importe quelle fleur en photo. Ah oui, quand même, on en est là. J'adore. Pour la fin de journée, c'est repos, apéro, resto, dodo. Et encore un lever tôt. À 7h moins le quart, on aperçoit les pyramides de Gizeh par la vitre du bus. Quand on arrive sur le site, on en prend tout de suite plein les yeux avec ces monuments gigantesques qui se dressent devant nous. Avant mon voyage, quand je disais aux gens que j'allais partir en Égypte, beaucoup me disaient « Les pyramides c'est très décevant, déjà c'est juste à côté du Caire, c'est même pas en plein désert, et en plus elles sont pas aussi grandes qu'on l'imagine. » Bah du coup je m'attendais à être déçue, mais j'ai pas les mots là. Quand je me suis retrouvée là-bas, j'étais juste choquée de ce que j'avais pu entendre.
comment on peut penser qu'elles sont pas si grandes que ça? Elles sont à côté du Caire, certes, mais sincèrement, j'étais tellement émerveillée par leur immensité que le fait que le Caire soit juste à côté, je m'en fichais complètement. Hein. Juste posez-vous 2 secondes et rendez-vous compte que ce que vous voyez à l'image là, ça a été bâti il y a plus de 4000 ans, grâce à la force de milliers d'hommes, sans toutes les technologies que nous connaissons aujourd'hui. Ils ont découpé des blocs de calcaire qui faisaient 2,5 tonnes chacun, les ont transportés par bateau sur le Nil, et une fois que les blocs étaient arrivés sur place, il fallait les empiler les uns sur les autres. En fait, ça donne une claque. Quand je me suis retrouvée sur le plateau de Gizeh, je me suis dit que je pouvais tout faire, que rien n'était impossible si je le voulais vraiment. C'est un des lieux que j'ai préféré visiter. J'en ai des frissons quand j'y repense. Bien sûr, après nous rendons visite au mythique Sphinx, qui fait partie du plateau de Gizeh. C'est très émouvant de le voir en vrai, franchement, je pense que cette journée a été l'une de mes préférées. Après, on se rend à différents endroits où il y a d'autres pyramides, comme la pyramide rhomboïdale. C'est la pyramide de Rombo. La pyramide rouge, dans laquelle, attention, on va rentrer. Moi je trouve ça ouf qu'ils aient voulu un tombeau ou une taille comme ça. Enfin, comme ça quoi. Et tu te dis c'est juste pour mettre un cadavre dedans. Ouais c'est ça. C'est très pentu, étroit et casse-gueule, mais tellement excitant. Oh la vache, faut pas être claustro hein. Au niveau de l'odeur, ça sent pas bon du tout. Je sais pas si c'est parce qu'un cadavre est resté enfermé là un bon paquet d'années. Oh la vache. C'est impressionnant, il fait super chaud. Après avoir passé les 2 antichambres, enfin les fausses chambres funéraires quoi, on emprunte un escalier pour se rendre dans la vraie chambre funéraire. Et bah c'est parti. J'étais vraiment surprise de voir qu'il y avait aucune inscription, aucune décoration dans la pyramide. Comparé, vous verrez, à ceux que j'ai vus après dans les tombeaux de la vallée des rois et ceux dans la vallée des reines. Bon allez, on a d'autres sites à visiter, on doit remonter maintenant. Oh la lumière du jour. C'est dingue qu'il fasse si chaud hein. Je croyais que c'était froid. Bah parce qu'on est habitué aux églises, chez nous, où il fait froid et tout. Heureusement qu'il n'y a pas de piège là hein. La remontée est clairement plus facile que la descente. Avant de rentrer dans une deuxième pyramide, on visite le mastaba de Khéjemni, où je découvre pour la première fois des sculptures ornementales qui ont conservé certaines de leurs couleurs. Et où je découvre également les ravages qu'ont fait les chrétiens lors de leur passage dans les temples égyptiens. Vous allez voir tout du long de mes visites, énormément de divinités et de personnages ont été détruits à coups de burin chrétien. On descend ensuite dans la pyramide effondrée de Téti. Cette fois-ci, les murs de la chambre funéraire sont ornementés de sculptures et elle a conservé son sarcophage. C'est juste magnifique. Je sème Moumoun par mégarde dans une chambre annexe et elle met pas beaucoup de temps à paniquer et à me chercher comme si j'avais été kidnappée par la momie de Téti lui-même. Oui, je suis derrière, maman. Ah bah je te regarde toi. Oui, bah je suis derrière. Faut savoir que dès que je disparaissais plus de 2 minutes de son champ de vision, elle réagissait comme ça. Et c'est arrivé plusieurs fois pendant le voyage. On finit le tour des sites par la pyramide à degrés du pharaon Djéser. Ah, et puis très important, j'avais oublié de vous dire, mais lors de cette journée, nous étions accompagnés de ce monsieur, surnommé le Men in Black par notre amie Adeline, un garde du corps égyptien très sympathique et charismatique. Je vous disais donc qu'ici nous avançons vers la pyramide à degrés, où je croise encore une petite mémère qui ne demande qu'à être caressée. On a littéralement fait le tour des pyramides ce jour-là. Pour terminer cette journée, nous nous rendons dans une boutique de papyrus, où un monsieur nous fait une démonstration de la manière dont ils sont fabriqués. Il demande à ce qu'un homme de notre groupe tente de casser la tige de la plante de papyrus, ce que César réussit avec succès, et à une femme du groupe de casser ce qu'il y a à l'intérieur de la tige. Et devinez qui s'y colle? Eh ouais, tout juste. Regardez cette tronche de nana gênée. Et du coup, je suis revenue avec ce papyrus qui représente un calendrier. C'est sur cette note que se termine notre petit séjour au Caire. Demain, on s'envole pour Luxor. Avec Moumoun, on se réveille à 2h du matin et on quitte l'hôtel à 3h dans une voiture qui doit nous mener à l'aéroport, rien que toutes les 2. Elle est où ta ceinture? J'en ai pas. Au début, tout va bien. On est accompagné d'un représentant de notre voyagiste, mais qui descend de la voiture 5 minutes après notre départ, en nous disant que le chauffeur va nous déposer à l'aéroport. On fait donc 1 heure de route dans le Caire, avec un homme qu'on ne connaît pas, avec qui on ne peut pas communiquer, qui s'arrête tranquillement prendre de l'essence. Et encore une fois, on n'est que toutes les 2. Et ben je peux vous dire que pour quelqu'un comme moi qui n'a jamais voyagé, visiter le Caire comme première ville hors d'Europe, ça dépayse. Tiens bah je vais profiter de ce petit trajet en voiture pour vous parler de toutes les petites choses qui m'ont interpellée et bien dépaysée au Caire. Déjà, en termes de conduite, ils n'ont pas de code de la route, pas de passage piéton. Les gens traversent n'importe où, même sur les 4 voies. Ils marchent sur la route et non sur les trottoirs. Ils portent pas de ceinture dans la voiture. D'ailleurs, si jamais t'en portes une, ça peut froisser le conducteur qui pense que tu lui fais pas confiance. De toute façon, elle est pas accessible. Ils montent à plus de 2 sur les 2 roues, sans casque. Ils doublent par tous les côtés. Ils klaxonnent beaucoup, parce que c'est un moyen, avec les appels de phare, de signaler qu'ils vont doubler. N'importe qui a le droit d'installer un dodan sur la route. Du coup, il y a beaucoup de dodan. Ils ont pas de feu. En tout cas, j'en ai pas vu. Ils n'ont pas de stop. Pas de priorité à droite. Mais ce qui est dingue, c'est que malgré tout ça, le guide nous disait qu'ils avaient pas plus d'accidents que nous. Ce que j'ai trouvé quand même ouf, c'est qu'il y a énormément de circulation, mais ils roulent tout le temps, on est rarement à l'arrêt.
Tout ça bien sûr, ça contribue au fait que ça sente énormément l'essence dans la ville. On sent que c'est bien pollué, hein. On a été quand même pas mal épargné comme on se déplaçait en bus, mais c'est vraiment quand on était à l'extérieur qu'on le sentait. Sinon, parmi les choses aussi qui m'ont marqué, ce sont tous ces bâtiments, ces habitations, ces immeubles abandonnés, qui côtoient des immeubles habités. On passe devant des immeubles et puis tout à coup, on aperçoit un bidonville. Bien sûr, j'en ai vu dans les documentaires que je regardais à la télé, hein, mais là, j'en vois en vrai, quoi. Ça fait mal au cœur. Quand on séjourne au Caire, on peut pas passer à côté de la pauvreté, elle est omniprésente. On voit beaucoup de gens qui essaient de vendre tout et n'importe quoi, même des hommes et des femmes très âgés, de très jeunes enfants. Et puis ce qui est dingue, c'est que toute cette pauvreté, elle contraste vachement avec les énormes panneaux publicitaires qu'on croise sur toutes les routes. Il y en a vraiment beaucoup. Enfin voilà, dépaysement total quoi. Donc, on arrive à l'aéroport, on passe les contrôles de sécurité. Il n'y a pas un chat. Normal. Vu l'heure qu'il est. On mange le panier petit-déj que nous a filé l'hôtel. On repasse un contrôle de sécurité. On embarque à 6h30 avec le grand espoir de pouvoir dormir un peu pendant cette heure de vol. Mais... eh ben non, tant pis. Par contre, ce monsieur, lui, il a dormi pendant tout le vol. Arrivé à Luxor, on est accueillis par notre guide, comme on est les premières de notre groupe à arriver. Du coup, on fait la route tous les trois pour rejoindre le bateau. Ah, c'était rapide, hein. Et là, bon, c'est une des parties les moins fun du voyage. On n'a pas du tout le bateau qu'on aurait dû avoir. On aurait dû avoir un bateau 5 étoiles, comme c'était stipulé dans le contrat de voyage et par rapport au prix que nous avons payé, mais on n'a pas un bateau 5 étoiles, pas du tout. Bon, je vous détaillerai tout ça plus tard, hein, quand je vous raconterai l'événement qui nous a fait, attention spoiler alerte, changer de bateau. Une fois qu'on est tous rassemblés sur le bateau, il prend le large vers 17h30. On devait partir à 13h30. Mais on part. Et voilà, c'est le début de notre croisière de 7 jours sur le Nil. Le premier soir, on nous offre des cocktails. Et Moumoun et moi, on est contentes. Après avoir mangé, on retourne à nos cabines, pas trop tard, parce que le lendemain, c'est debout à 6h30. L'occupation à 10h05 du soir, alors qu'on s'est debout depuis 2h15 du matin. Je joue pas longtemps. On commence notre journée suivante par un voyage en calèche pour se rendre au temple d'Horus. Putain, elle est trop là, les voitures. Perso, je me serais bien passé des calèches. Vous n'avez pas raté grand chose parce que c'était. Enfin, moi ça me dérange pas, les chevaux. Oui, voilà, Alizé qui a fait. Le temple est magnifique, monumental. On a de la chance parce qu'il n'y a personne lors de notre visite. C'est calme, on peut profiter pleinement du lieu. Encore ici, on constate les ravages du passage des chrétiens dans ce temple. Grâce à la passion de Moumoun, je connais pas mal les légendes égyptiennes. C'est quoi le morceau qui manquait? C'est le Zizi. Le zizi d'Osiris. Bravo Estelle. Ensuite, on retourne sur le bateau en calèche et on navigue tout l'après-midi. Bon, je profite de ces belles images pour vous raconter ce qui s'est passé ensuite. Parce que vu comment j'étais paniquée, j'ai pas pensé une seule seconde à sortir ma caméra. Une personne du groupe monte sur le pont où on se trouve. Elle est complètement paniquée et nous dit qu'il y a plein de fumée dans le bateau. Avec Moumoun, on se précipite dans nos cabines pour récupérer nos papiers et on constate en effet qu'il y a une épaisse fumée dans tout le bateau. À ce moment-là, forcément, on se dit qu'il est en train de prendre feu quoi, il n'y a pas de fumée sans feu. On remonte sur le pont et Moumoun fait que de me répéter qu'au moment venu, s'il faut sauter, on sautera. Mais elle était trop au taquet. Moi j'étais assise sur une chaise, je parlais pas, j'étais tétanisée, j'écoutais tout ce qu'il disait autour de moi en espérant qu'on n'ait pas besoin de sauter quoi. Au bout d'un moment, notre guide nous rassure et nous certifie que le problème est réglé. Le bateau ne va pas prendre feu. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en partant de Luxor, la veille, on était en panne d'un moteur sur les deux. Ça forcément, on nous l'a pas dit. Du coup, ils ont fait tourner le moteur restant de façon à ce qu'il soit aussi efficace que deux moteurs. Il a surchauffé, il a pris feu, ils ont éteint le feu, et on a dû être remorqué durant toute la nuit jusqu'à Komombo. En petit dédommagement, ce soir-là, on nous offre l'alcool sur le bateau. Et François, notre guide, s'improvise DJ pour nous déstresser un peu. Ah bah, en ce qui me concerne, je trouve qu'il a parfaitement bien fait son taf de DJ. Hein. Je me suis déchaînée avec d'autres membres du groupe sur la piste. Mais encore une fois, pas tard, parce que le lendemain, on doit se lever à 6h. Mais la suite, c'est dans l'autre partie de ce vlog. Donc si la deuxième moitié de mon voyage vous intéresse, je vous invite à cliquer ici pour voir la vidéo quand elle sera sortie. Vous allez quand même pas louper la chance de voir le nouveau bateau quand même. Je vous invite également à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos.